Bonjour, je m'appelle Jacques Felon, je participe à la conférence de la FAWeb sur les cookies où j'aborderai les aspects juridiques. Et de mon côté, c'est Hubert Lecartier, je suis le cofondateur d'Universem et je vais partager la manière dont on accompagne nos clients sur la mise en place de Consent Management Platform pour aider à la conformité de nos clients. Donc bonjour tout le monde, bienvenue au meet-up de la FEWeb. On va parler d'un sujet qui est fort spécifique, qui est déjà là depuis longtemps. Je pense qu'il était déjà là quand moi je commençais en 96 à l'ABMD, donc l'association du marketing direct. Depuis lors, je suis maintenant encore en train d'organiser des activités autour des cookies et de la vie privée, vu le fait que ça évolue énormément, mais aussi naturellement au niveau de la législation qui évolue. Pour ceux qui ne connaissent pas la FEF, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Représenter, échanger la connaissance, inspirer les membres et former. Donc, ça sont les quatre choses qu'on fait. Mais on est ici pour les cookies et le consentement. Donc, on vient directement dans le vif du sujet et on commence avec la partie juridique. Merci. Bien, bonsoir. Je vais vous parler comme j'ai souvent tendance à dire à mes étudiants en début de cours, on va parler de droit, mais ça va pas être chiant. Parce qu'en général, l'image qu'on a du droit quand on n'est pas juriste, c'est quand même pas le truc le plus drôle. Je m'appelle Jacques Felon, je suis professeur, j'ai failli l'avoir comme étudiant à la période du Covid, mais il n'a pas choisi le bon cours, puisqu'il a pris la version française. Euh, j'ai écrit récemment un bouquin dont vous trouvez quelques leaflets à l'entrée, qui est devenu un peu la base de référence des gens qui sont dans le secteur, puisqu'en fait c'est aujourd'hui, non pas le meilleur, ça ne me permettra pas de le dire, mais le seul bouquin pratique. C'est-à-dire qu'en fait il est basé sous forme de questions-réponses, donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, concrètement. Et donc c'est la 5e édition, je suis en train de préparer la 6e, et j'ai eu la chance récemment d'être sélectionné dans les 5 finalistes de la Privacy Person of the Year, ce qui est un peu moins prestigieux que les awards dont tu parlais, mais c'est la première année. Alors, ça, c'est un peu le menu du jour, donc, qui est quand même relativement long, puisqu'on va parler, quand même rappeler, j'ai bien fait les présentations d'Antonois, donc on part toujours du... Ah oui, by the way, les slides sont déjà sur mon site, folon.com, donc vous avez un folon.com qui note, et les slides sont là, donc vous les prenez, bien entendu. Ce qui vous évite de faire des photos à chaque slide. Donc, le menu, c'est, rappeler un peu les cookies, pourquoi le RGPD est applicable dans le cadre des cookies, la question du consentement et concrètement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un consentement, des plaintes, puisqu'il y en a eu énormément. En fait, ça a été la première attaque de notre ami Schrems. Schrems, c'est un activiste autrichien qui est très connu dans le secteur de la vie privée parce qu'en fait, il a réussi à faire casser à la Cour de justice 2 fois de suite l'accord entre les États-Unis et l'Europe sur les transferts de données. En gros, on transfère des données d'Europe aux États-Unis, dans tous les acteurs connus, que ce soit Google et autres. Et en fait, les Américains, depuis le 9/11, ont mis en place une surveillance de masse. Et donc, la possibilité de demander à n'importe quel agent des services secrets américains, pour ces agents, de demander à n'importe quel acteur américain toutes les informations sur les clients non américains. Donc, ils vont chez Microsoft, ils disent, voilà, moi, je voudrais avoir toutes les informations. Si Universem utilise Microsoft, je dois avoir accès à tout. Et ils sont obligés de dire oui. Et ce n'est pas un fantasme, parce qu'en 2023, Microsoft a eu 13 000 demandes. Pour le monde entier, c'est quand même non négligeable. Et dans le cadre de cet accord Europe-États-Unis, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure quand je parlerai de Google Analytics, il y a eu cet accord entre Mme von der Leyen et le président Biden, et les complotistes disent que c'est quand même amusant que cet accord sur le transfert des données s'est fait le même jour où ils ont eu un accord sur le gaz de schiste. Voilà. Et donc, normalement, les Américains avaient promis d'arrêter cette réglementation. Ah ben non. Ils l'ont d'abord prolongé jusqu'en avril 24, et puis ils l'ont prolongé pour 2 ans. Donc, l'Europe dit, les États-Unis, c'est comme l'Europe, on peut faire ce qu'on veut, et les États-Unis disent, on s'en fout, nous on fait ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui, on a une situation un peu bizarre, où on a la Commission européenne qui dit, vous pouvez travailler avec les Américains, mais dans la réalité,
on a les mêmes problèmes qu'on avait avant, ce qui pose des problèmes notamment pour GA. Et pour en venir à ces plaintes, ça a été effectivement la première action de Schrems a été d'attaquer à l'époque 101, pour c'était l'anniversaire des 101 Dalmatiens, c'est une ONG, donc ils s'amusent, et donc 101 sociétés dans l'Europe pour avoir utilisé Google Analytics. Ce qui est facile, parce que vous allez voir les cookies, vous allez voir GA, machin, bouffe, on attaque, et Google Analytics a été effectivement interdit, puisque réglementation américaine. Je vous donnerai quand même des solutions pratiques, qui est celle de l'APD, et puis quelques questions un peu pratiques, et tout ça en 30 minutes, enfin 28. Alors, pour les distraits qui débarqueraient de la planète Mars, un cookie, donc, c'est un petit programme que le site ou un site tiers met sur votre PC ou appareil mobile, qui a été défini de façon technique, de façon extrêmement précise. Et donc, il stocke des données sur votre comportement, bien entendu. Alors, pourquoi le RGPD? Mais parce qu'il stocke des données, et il stocke des données avec quoi? Avec l'adresse IP. Et l'adresse IP est une donnée personnelle, puisque la définition du RGPD sur les données personnelles, c'est toute information qui permet directement ou indirectement de trouver la personne concernée. Donc directement, c'est votre nom, votre adresse, votre numéro national, votre numéro de carte de membre dans votre fitness club, enfin tout ce qui est direct. L'adresse IP, il faut passer évidemment par le provider, mais il y a moyen quand même. Donc ça reste une donnée personnelle, d'où consentement pour les cookies. Et donc le RGPD s'applique pour les cookies. Alors le consentement, pourquoi? Alors dans le RGPD, il y a 6 qu'on appelle bases légales. On a en fait 6 possibilités légales de collecter des données. La première, la plus simple, c'est le consentement, j'y reviendrai tout de suite. La deuxième, c'est l'obligation légale. Par exemple, le ministère des Finances ne doit pas nous demander notre avis pour nous taxer, ce qui est bien dommage, sinon on dirait non. La mission d'intérêt public, ce sont des missions qui sont confiées à des organes publics dans le cadre de leur mission. OK. On a, ce que les marketeurs adorent, l'intérêt légitime. En gros, nous, on aimerait bien avoir les données des clients, donc on considère que c'est notre intérêt, donc on le fait. Il faut quand même rappeler, ça sort un peu des cookies, mais que l'intérêt légitime, il faut une balance entre d'un côté l'intérêt réel du marketeur ou du client et le respect de la vie privée du client final. Et donc il y a des choses qu'on peut faire, comme par exemple on peut faire de la prospection en B2B, en mettant simplement en bas du mail qu'on envoie qu'on peut refuser. Mais par contre, pour la protection en B2C, vous ne pouvez faire la prospection en B2C que si vous avez le consentement avant. Il n'y a personne qui vous dit comment il faut faire, mais ça, c'est la règle. Donc, en fait, on ne peut envoyer un mail en B2B, en B2C, plutôt que si on a déjà obtenu le consentement préalablement. Okay. Donc, ici, on est dans... Alors, il y a aussi le dernier, pour être complet, c'est l'intérêt vital. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le coma à l'hôpital, on ne va pas d'abord vous réveiller pour faire signer une politique de vie privée, on va vous soigner d'abord. C'est quand même révolution. Ça a failli être détourné par le ministre de la Santé lors du Covid, qui considérait que l'intérêt vital de tous les citoyens belges, c'était de lutter contre le Covid. Et là, l'autorité de protection des données a dit non, ça c'est une personne à la fois, c'est pas... Bref, donc, consentement. Alors, consentement, j'ai souvent tendance à dire à mes étudiants, c'est comme en matière sexuelle. Hein. Donc, quand c'est pas oui, c'est non. Simple. Donc, si vous n'avez pas un consentement clair, express, exprimé, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement implicite. Genre, quelqu'un va sur un site, ne fait rien, ni accepter, ni refuser les couilles et continue, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Si vous n'avez pas quelqu'un qui a vraiment cliqué sur quelque chose en disant « je suis d'accord que », et qu'en plus vous allez garder la preuve, parce qu'il ne faut pas oublier que pour le consentement, non seulement vous devez solliciter le consentement, mais vous devez garder la preuve. Parce que le client, le consommateur en droit européen, c'est un crétin qui a Alzheimer. Donc il oublie tout, il garde rien. Donc si je m'inscris sur votre newsletter aujourd'hui, vous me l'envoyez demain, je porte plainte en disant que je ne vous connais pas. Et c'est vous qui devez prouver que je me suis inscrit, que vous avez gardé le consentement. Donc, consentement clair. Et donc, c'est une manifestation active. C'est-à-dire que le consommateur doit cliquer sur quelque chose. Et ce clic sur quelque chose, vous devez le garder. Vous devez être capable de démontrer que tel client, à tel moment, telle adresse IP, à 22h23, a effectivement cliqué sur le consentement. Et je vous dirais quand même certains qui vont plus loin,
qui font même constater, par constat d'huissier, le processus de passage du client, pour montrer qu'en fait, il n'est pas possible d'aller sur le site sans avoir vu les cookies et sans les accepter. C'est uniquement les grosses boîtes qui font ça en général, mais enfin quand même. Donc il faut une démarche active, donc le consommateur doit effectivement cliquer, première chose. Deux, il doit être informé. Et informé, ça veut dire qu'il doit avoir ce qu'on appelle une cookie policy, c'est-à-dire qu'un document de quelques pages qui se trouve en bas du site, ça ne doit pas être nécessairement visible, mais dans le processus, il faut en tout cas donner la possibilité au client de le voir. Et cette cookie policy va dire c'est quoi un cookie, comment on peut les désactiver, à quoi ça sert, nos cookies c'est quoi, et expliquer tout ça. Donc ça c'est le côté information. Spécifique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander au client de cliquer sur un seul truc pour tout, genre j'accepte les cookies, vos conditions générales, la politique de vie privée, non, c'est un consentement à la fois. Et exempt de toute contrainte, c'est-à-dire, on y reviendra un peu, c'est ce qu'on appelle les cookie walls, c'est-à-dire, si vous ne cliquez pas, ben vous ne pouvez pas avoir accès à mon site. Alors c'est intéressant les cookie walls parce que c'est un des cas, il y en a plusieurs, on les verra rapidement, dans lesquels la réglementation n'est pas la même dans tous les pays européens. Donc le cookie wall, c'est par exemple, vous arrivez sur le site du Monde diplomatique, si vous n'acceptez pas les cookies, vous avez un message qui vous dit, écoutez, vous êtes gentil, mais on ne va pas tout vous donner pour rien. Donc, ou bien vous payez 1 €, 5 €, etc., et vous avez accès à l'article que vous voulez, ou vous acceptez les cookies. Et c'est interdit dans toute l'Europe, sauf en France et en Italie. C'est interdit dans toute l'Europe, pourquoi? Parce que toutes les autorités de protection des données ont dit, ben non, on ne peut pas vendre sa vie privée. Et l'argument principal, c'est que sinon, ce sera un truc de riche. Donc en gros, moi je suis prêt à payer pour garantir ma vie privée, pour aller voir le site du New York Times, du Monde diplomatique et autres, mais mon voisin qui n'a pas d'argent, lui, il va être obligé de donner son accès aux cookies. Donc c'est pas très cohérent. Et malheureusement, ou heureusement, le Conseil d'État français a considéré qu'en fait, vu la valeur des contenus de ces organes de presse par exemple, ben, c'est un peu normal qu'ils fassent payer. Ils doivent payer les journalistes, le site, le machin, etc. Et donc c'est normal qu'ils ne pas tout bourrer. Donc on a une réglementation qui est un peu bancale pour le moment, puisqu'en gros elle est interdite dans toute l'Europe, mais il y a quand même des pays pour lesquels c'est autorisé, et quand on lit les arguments du Conseil d'État français, bah, ils ont du sens. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on doit recueillir le consentement? D'abord, il faut que ce soit visible, c'est-à-dire en fait, je vous montrerai la façon de le faire de façon pratique. Donc c'est le consommateur qui arrive sur le site doit être capable de voir ce qui se passe. Et donc, il y a 3 possibilités qui doivent exister de façon simultanée. J'accepte tous les cookies, je refuse tous les cookies, ou je paramètre. Et au même niveau. Et pas avec des boutons plus colorés que d'autres. Enfin, donc, ça, c'est vraiment la base. Et il y a eu pas mal d'actions par rapport à ça. Et donc, c'est visible. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le consommateur, comme c'est un consentement, il peut changer d'avis. Donc, je donne mon consentement aujourd'hui pour le pixel Facebook, mais demain matin, j'ai changé d'avis. Donc, je dois pouvoir revenir sur votre site pour changer mon consentement. Donc, il doit y avoir quelque part un bouton sur modifier le consentement. Ou, ce que la majorité des gens font, c'est demander le consentement à chaque fois. Puisqu'à ce moment-là, chaque fois qu'on vient, si on a changé depuis hier, on change. Et donc, on adapte le nouveau consentement. Alors, les cookies qui ne nécessitent pas de consentement, c'est ce qu'on appelle les cookies techniques. Donc, les cookies de session, le fait que, par exemple, on garde dans son panier quand on achète des choses, c'est clair que si vous changez de page et que vous avez perdu ce que vous avez acheté, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, ça, évidemment, il ne faut pas d'acceptation particulière. Les cookies de langue, le fait que vous ayez choisi la langue française ou la langue flamande, pour ne pas vous le redemander chaque fois. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas le demander. Si vous n'avez sur votre site, ce qui, dans le cas de société commerciale, serait quand même assez étonnant, on peut arriver qu'il y ait des cookies, qu'il y ait des sites sur lesquels il n'y a pas de cookies. Donc, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre un bandeau en disant « Notre site n'a pas de cookies, hormis les cookies conventionnels. » Ok, c'est bon. Alors, est-ce que si un consommateur continue sa navigation sur le site, ça veut dire qu'il est d'accord? Non, je vous l'ai dit, c'est un consentement express. Donc, on peut passer à côté des cookies. Il y a le bandeau cookies, mais je m'en fous, je continue. Et je vais voir des pages du site.
je n'ai rien accepté. Et en particulier, c'est important pour tout ce qui est boutons réseaux sociaux. Si vous mettez les boutons de réseaux sociaux sur la page d'accueil et que le consommateur a continué, ben, il est quand même capté. Donc, a priori, on recommande que ces boutons n'apparaissent qu'après que le consommateur ait donné son accord. Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Par ailleurs, à lui délivrer la page web puisqu'on collecte son IP pour pouvoir diffuser cette demande de cookies. Oui. Oui, mais on collecte son adresse IP. De toute façon, ça va. Pardon? Non, non, parce que c'est impossible. Oui, donc techniquement, de toute façon, non, ça fait partie des choses qui sont autorisées d'office. On sait que telle adresse IP est passée sur le site. Par contre, si la personne refuse des cookies, c'est la seule chose. Donc j'ai son adresse IP, son browser, l'heure de sa visite, mais je ne sais pas qui c'est et je ne vais rien collecter d'autre. Oui, vous m'interrompez quand vous voulez. Hein, c'est pas... Donc, le fait de paramétrer son navigateur en disant « je ne veux pas les cookies, est-ce que ça suffit ?» Non. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas quels sont les cookies du site que je vais visiter demain, le paramétrage que j'ai fait aujourd'hui ne veut pas dire que j'accepte ou que je n'accepte pas les cookies que je vais voir demain. Donc un pré-paramétrage par le consommateur ne suffit pas. Alors, durée de conservation des cookies, vaste sujet. Il y a une recommandation de la CNIL, qui est l'autorité française, qui recommande que ça soit 13 mois. Pourquoi 13 mois, pas 14 et 12, j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas, ils ont dû décider ça un jour en fin de repas. Ça n'a aucun sens, mais voilà, 13 mois. Okay. En tout cas, ce qui est important, c'est que si jamais vous voulez conserver des cookies plus longtemps, ce qui est important, c'est que vous preniez une décision documentée en disant « ce cookie-là, on va la garder plus longtemps parce que ». Et que vous soyez capable de justifier. Ce qui est très important en matière de RGPD, c'est la documentation. Donc, si jamais vous avez un contrôle par rapport à ça, et que vous dites, mais enfin, pourquoi vous le gardez 2 ans? Ben, le comité de direction a décidé qu'on le gardait 2 ans parce que ce cookie-là nous intéresse dans le cadre de statistiques qu'on fait par rapport à ça et des statistiques clients, etc. OK. Mais si c'est juste quelqu'un, à un moment donné, un développeur a mis 24 mois parce qu'il n'en savait rien, ça ne va pas. Donc, il faut simplement prendre une décision réfléchie par rapport à ça. Alors, les plaintes. Donc, comme je vous ai dit, en fait, notre ami Schrems, là, il a initié ces plaintes pour démontrer quelque part que l'accord Europe-États-Unis n'avait aucun sens. Et donc, à partir du moment où l'accord a été cassé par la Cour de justice, toutes les sociétés qui utilisaient Google Analytics étaient en défaut, puisqu'il n'y avait plus d'accord Europe-États-Unis. Et donc, il a attaqué toutes ces sociétés, et il a gagné dans un certain nombre de pays. Ça a quand même pris 2 ans pour que les autorités répondent. Et en disant, et la première qui a répondu, c'est l'autorité autrichienne, puis la France et l'Italie, en disant, oui, effectivement, l'utilisation de Google Analytics est illégale. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autant plus illégal qu'il y a des solutions européennes. Il y a des solutions comme Matomo, par exemple. Je sais, c'est un peu moins bien, mais ça existe. Donc, aujourd'hui, si vous voulez utiliser une solution américaine, y compris Copilot et autres, vous devez vous poser la question de dire, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Et par exemple, on est en train de travailler là-dessus pour un ministère belge qui a choisi Copilot et on est en train de documenter leurs décisions pour dire, voilà, on a regardé tout ce qu'il y avait, en gros, il n'y a rien en Europe, donc on a pris Copilot et on estime que notre décision est justifiée. Donc ils ont réfléchi et ils ont documenté leur décision. Donc le fait de travailler avec GA maintenant, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et documenter. Et donc, clairement, aujourd'hui, quand on utilise Google Analytics pour, comme dans le cadre des cookies, ça veut dire que les données sont aux États-Unis. Alors, le fait qu'ils vous disent on a des serveurs en Europe, on s'en fout, puisque la réglementation américaine impose aux sociétés américaines de répondre aux demandes de la CIA, de la NSA et de d'autres dans le monde entier. Donc, le fait que vous voyez souvent sur les sites nos serveurs sont en Europe, on s'en fout. La réglementation américaine s'applique quand même. Maintenant, est-ce que la CIA va regarder les cookies de tout le monde? On n'en sait rien. En tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Donc, d'un point de vue RGPD, on transfère des données vers un pays étranger pour lesquels on a des doutes. Alors, il y a eu quand même un certain nombre de décisions récentes, et notamment des organes de presse qui avaient été attaqués notamment par Schrems,
Et le dernier, c'est RTL Info, qui a été condamné par l'autorité de la protection des données, ça date d'il n'y a pas très longtemps, donc le 11 octobre, et dans laquelle, clairement, on leur dit, ben voilà, ça va pas. Vous utilisez une barrière de cookies qui est celle-là. Et donc, c'était accepté et fermé. Alors, en plus, le accepté et fermé, il est quand même un peu plus visible que l'autre. Donc, ça veut dire que le consommateur qui a 3 neurones, comme je vous dis, bah, lui, il va cliquer là-dessus parce qu'il a l'impression que c'est la bonne réponse. Et il n'y a pas refusé. Et donc, ils ont eu une décision de l'autorité pour dire, bah non. Et donc, on a rappelé un peu ce qu'on appelle les dark patents, c'est-à-dire les moyens techniques que les développeurs ont créés pour mettre en place une tentative d'influence du consommateur pour qu'il clique sur « j'accepte ». Alors, il y en a plein. Le fait de dire « refuser », c'est en tout petit en haut à droite, là, on ne le voit presque pas. Le fait d'avoir un bouton vert et deux qui sont un peu plus moins clairs, donc on ne les voit pas non plus. Le fait de noyer tout d'un truc en disant « je suis désolé de collecter des trucs, c'est un peu chiant, mais enfin, ok ». Ou bien avec des couleurs différentes. Donc clairement, ça c'est interdit. Et l'autorité, dans le cas de sa décision contre RTL, a rappelé qu'en fait, il y a une seule possibilité, c'est ça. Donc pratiquement, le consommateur doit être face à « j'accepte »,« je refuse »,« je paramètre ». Avec la même couleur, avec la même taille, et c'est vraiment le choix qui doit apparaître pour lui. Alors, on a une réglementation, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça a commencé même avant le RGPD, puisqu'il y avait la fameuse réglementation e-privacy qui a commencé à parler de ça, mais qui est extrêmement compliquée. Et heureusement, l'European Data Protection Board, qui est en fait l'organisme qui regroupe toutes les autorités de protection des données européennes, a dit on va faire des guidelines pour expliquer comment ça marche. Ben, je me suis arraché les derniers feux qui me restent parce que le document est complètement incompréhensible, c'est complètement flou, donc en gros ça n'apporte rien de pratique. Je dis pour les praticiens que vous êtes, vous pouvez le lire si vous avez du temps à en perdre, mais ça ne va pas vous aider quelque part, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses pour lesquelles on aurait espéré des clarifications, mais il n'y en a pas. À tel point que None of Your Business, qui est l'ONG de Mark Schrems, dont je vous ai déjà parlé, a sorti un rapport sur, et celui-là est vraiment bien foutu, ça je vous recommande de le lire, surtout si vous travaillez au niveau européen, et qui reprend, vous avez le lien là en dessous, qui reprend en fait l'ensemble des problématiques. Et ça, c'est un peu le résumé, peut-être pas très clair pour ceux qui sont au fond de la salle, mais en gros, ça reprend toutes les caractéristiques des cookies et leur acceptation ou non par pays. Et sans rentrer dans les détails, vous voyez qu'en Hollande, des choses, là, on ne sait pas trop. Là, c'est interdit en Allemagne, par contre, c'est autorisé en Grèce. Ça, c'est interdit en Tchéquie, mais c'est autorisé en Irlande. Enfin, donc, si vous travaillez pour une boîte européenne dans les 27 pays européens, bonne chance. Hein. Donc, vous essayez de trouver un peu le plus petit commun dénominateur pour y arriver. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, un des éléments du RGPD, c'est la première lettre, c'est un règlement. Et sans faire trop de droit européen, la différence entre règlement et directive, c'est que le règlement, c'est le même texte qui s'applique obligatoirement dans tous les États membres le même jour à la même heure. Une directive, c'est un texte qui doit encore être validé par les parlements nationaux. Et donc, on avait souvent tendance à dire avant le RGPD, ou à l'époque c'était une directive, que quand on voulait faire un site internet pour les 28 pays européens, parce qu'à l'époque il y en avait encore 28, mais il fallait 28 avocats. Parce que d'un pays à l'autre, ce n'était pas la même chose. Malheureusement, on est de nouveau en train d'aller dans ce sens-là, ce qui est dommage, alors qu'au départ, on avait quand même un règlement. Alors la solution, ce que j'ai appelé les 4 éléments, c'est l'exemple de l'autorité de protection des données. Et donc, en fait, il y a 4 éléments concrets qui sont importants d'avoir sur le site. D'abord, effectivement, le bandeau d'acceptation, donc confirmé, constitué ou paramétré. Une politique d'utilisation des cookies, j'y reviendrai tout de suite. Et si vous voulez paramétrer, vous arrivez sur un truc comme ça, en expliquant cookies fonctionnels, refuser les cookies optionnels, ou vous avez la liste des cookies, ou cookie par cookie, vous pouvez accepter ou refuser. Et dernière chose, vous avez en bas du site une ligne qui est modifier mes préférences. Donc si vous voulez changer votre consentement en matière de cookies. Et la politique de cookies, un peu c'est tout ça. Je vous ai repris la table de matière, mais vous pouvez les retrouver sur le site si vous voulez. C'est quoi un cookie? Pourquoi on les utilise? Donc à quoi ça nous sert, quelque part? Quels sont les cookies techniques qui sont nécessaires et que vous devez accepter? Les cookies fonctionnels, les autres, pourquoi?
et comment voir les cookies qui sont installés, de nouveaux principes de transparence, comment comprendre ce qui a été fait, etc., et les mettre en place. Et donc, c'est de nouveau un truc de 3-4 pages que vous pouvez mettre en pied de page du site, mais qui doit être accessible via le bandeau d'acceptation des cookies. Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué parce que, d'abord, le consommateur ne comprend rien. Donc, quand il voit un bouton Facebook ou LinkedIn ou autre, bah, pour lui, ça fait joli, quoi, mais ça ne se rend pas nécessairement compte qu'il y a effectivement des choses. Et vous avez dû sûrement entendre dans les dîners en ville des gens qui disent « c'est quand même bizarre parce que j'ai fait une recherche pour aller en vacances à Ibiza, puis quand je vais sur Facebook, ils me proposent des hôtels. » Enfin, on a tous entendu ça 1000 fois. Ce qui prouve bien que les consommateurs ne comprennent pas. Et donc, ce qui est important, c'est que ce que les autorités proposent, c'est que les pixels des réseaux sociaux ne soient pas automatiquement activés sur la première page lors de l'arrivée du client, mais seulement quand il a accepté. Et n'oubliez pas, petite parenthèse, que quand vous avez des pages réseaux sociaux, vous êtes, enfin, ou votre client, responsable, ce qu'on appelle responsable de traitement de ce qui se passe sur les réseaux en même temps que. Donc, si vous avez une page Facebook pour un client, le client est responsable de traitement, c'est-à-dire qu'il doit mettre une politique de vie privée quelque part dans, ou un lien vert dans le réseau social aussi. Vous êtes co-responsable de traitement avec le réseau social. Et sur Facebook, maintenant, c'est clair, il y en a un truc. Sur X et sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué, mais il faut trouver un endroit pour le mettre. Parce que, quelque part, la philosophie de la Cour de justice, c'est les plateformes sont les plateformes vierges, et c'est vous qui les utilisez. Donc, quelque part, vous êtes un peu responsable de ce que les gens font sur les plateformes. Alors, quelques petites questions spécifiques, parce qu'on arrive tout doucement à la fin. Qui est le responsable de traitement? En général, c'est le propriétaire du site. Le propriétaire du site qui est responsable du respect ou non du RGPD, du respect ou non de la politique de cookies. Attention pour les agences, en France, il y a une agence web qui a été condamnée parce qu'elle avait livré un site web qui ne respectait pas la politique de cookies à un client. Et le tribunal de première instance de Paris a considéré que c'était l'agence qui était responsable. Et le client n'a pas dû payer ou il s'est fait rembourser une partie, il n'a pas dû payer le reste. Donc on considère aujourd'hui que dans les compétences des agences, il y a aussi ça. Le client, lui, va censé savoir, et donc vous êtes des professionnels, vous êtes censés expliquer à vos clients ce qu'ils doivent faire. Vous pourrez encore plus difficilement dire que vous ne savez pas à partir de demain, évidemment. Alors les cookie walls, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, si vous avez un client qui souhaite le faire, de nouveau, ce que je conseillerais de faire, c'est de documenter le fait que vous avez décidé de le faire parce que vous avez ou votre client a vraiment du contenu qualitatif, contenu cher à payer parce que journal, parce que chaîne de télé, parce que galerie d'art, enfin des choses qui ont vraiment une valeur, et de dire on va quand même pas donner tout pour rien. Et d'ailleurs, les mêmes discussions se font aujourd'hui avec les plateformes d'IA, qui scrapent évidemment tout ce qu'elles peuvent, où effectivement les contenus payants mettent des barrières no-crawl pour empêcher, ou commencent, comme l'a fait le New York Times, à signer des accords avec OpenAI pour qu'ils les rémunèrent les contenus quelque part. Donc, si vous avez des clients qui veulent faire des cookie walls, c'est-à-dire ou vous rentrez sur mon site en acceptant les cookies, ou vous payez, en tout cas de documenter, c'est pas compliqué de le mettre en place, mais de documenter une décision en disant voilà, tenant compte du contenu de ce que ça me coûte, bah, j'estime qu'il est normal que. Alors, do not track, aujourd'hui, donc si des visiteurs du site ont une option de note, ça ne veut pas dire quelque chose qu'il y a une opposition systématique. Donc tout ce qui est paramétrage préalable, aujourd'hui, les autorités considèrent que voilà, c'est gentil, mais ce n'est pas pour ça qu'automatiquement on accepte qu'ils ont refusé les cookies. Alors ça, c'est le feuilleton qui date aussi d'il y a, je sais pas, 7-8 ans. À peu près tous les 6 mois, il y a Google qui dit on va arrêter les cookies tiers. Et puis il reporte de 6 mois, et puis donc un jour peut-être. De toute façon, il y a déjà plein d'autres solutions qui traînent, et ils ne sont pas fous non plus. Alors, autre feuilleton dont vous avez sûrement entendu parler, le Transparency Consent Framework de l'IAB, qui avait voulu mettre en place un système tout à fait intéressant qui permettait à chacun de savoir comment récupérer les données, etc., qui s'est fait taper dessus par l'autorité belge. Et il y a eu tout un feuilleton judiciaire parce que ça a été lancé avant le RGPD, puis le RGPD, puis une version 2.
et puis l'APD en 22 décide que c'est pas bon, et puis ils soumettent un plan d'action qui est refusé. Pendant ce temps-là, ils attaquent la décision de l'APD à la Cour d'appel. La Cour d'appel envoie la question à la Cour de justice. En mars 2024, la Cour de justice renvoie la décision et on attend la décision de la Cour d'appel belge. Voilà, pour faire court. Donc, on ne fait pas plus loin pour le moment. Et alors, Google Analytics, pour terminer, comme il me reste 3 minutes, c'est important parce qu'évidemment, beaucoup de monde l'utilise et c'est vraiment une question compliquée. Alors, je rappelle donc le parcours quelque part des relations Europe-États-Unis. Donc, ça a commencé en fait en 2000, où on a un premier accord qui était le Safe Harbor, qui permettait en fait, puisque les États-Unis n'ont pas de réglementation sur la vie privée, il y en a dans certains États, mais il n'y a pas de réglementation au niveau national américain, eh bien, ils avaient signé un accord en disant, ben voilà, les sociétés américaines qui s'inscrivent auprès de la Federal Trade Commission, donc le secrétaire d'État au commerce. C'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'en Europe, la vie privée, généralement, c'est le ministère de la Justice qui s'en occupe. Aux États-Unis, c'est le CTO du commerce. C'est une autre perspective. Donc, c'est adopté en 2000. Notre ami Schrems, en 2015, parvient à démontrer qu'en fait, ça n'a aucun sens, puisqu'il y a cette surveillance de masse des Américains et que donc c'est contraire à la réglementation européenne. Et puis, en juin 2016, ils adoptent le Privacy Shield, qui est en gros un copier-coller intelligent du premier, ce qui évidemment fait rire tout le monde. Et donc, en juillet 2020, donc ça a été un peu plus vite, on a ce qu'on appelle l'arrêt Schrems 2, donc deuxième arrêt de la Cour de justice, qui dit, ben non, c'est pour les mêmes raisons que la fois passée. Et puis, Madame Van der Leyen et Joe Biden tombent d'accord sur le fait de dire que bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, les Américains disent, on va arrêter notre surveillance de masse. Dans ce cas-là, l'Europe dit, eh bien, on considère que les États-Unis sont un pays équivalent, donc c'est comme s'ils avaient le RGPD, ce qui est complètement faux. Et pendant ce temps-là, les Américains décident que bah, non seulement ils ne vont pas arrêter la surveillance de masse, mais ils la prolongent encore pendant 2 ans parce que la guerre en Ukraine, machin, bazar, bref. Ok. Et donc, aujourd'hui, ben, notre ami Schrems a de nouveau attaqué le troisième, et donc on attend, et on sait que de toute façon, ce truc va être cassé dans pas longtemps. Donc, on est dans une incertitude juridique. Alors, quand je vous dis que ce n'était pas simple, ben, si vous voulez utiliser Google Analytics, ça c'est la solution de la CNIL. Donc, en fait, il faut passer par des proxys. Pourquoi? Parce que quand vous passez sans proxy, ben, les données, l'adresse IP et toutes les données du client vont aux États-Unis. Si vous mettez un proxy entre les deux, il n'y a que des données pseudonymes qui y arrivent. Ça rend de nouveau pas les choses simples. Voilà, de nouveau, question, ben, ou bien vous mettez en place ce système-là, ou bien vous prenez une autre solution. Et autant, je n'ai pas de difficulté à défendre chez nos clients le fait qu'ils prennent Microsoft, parce que clairement, si on prend Microsoft, ben, on prend Google Works ou du logiciel libre, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas vraiment de solution européenne équivalente. Donc qu'on le justifie, je n'ai pas de souci. Par contre, juste l'utilisation de Google Analytics, alors que c'est américain, qu'il y a des solutions européennes, je parlais de Matomo, mais il y en a plein d'autres, c'est beaucoup plus difficile à justifier. Et donc là, il y a un risque. Et ce que j'ai tendance à dire quand on pose des questions par rapport à ça, c'est d'écouter, faites-le. Je ne suis pas fondamentalement certain que vous allez avoir une amende, mais il vous risque un jour que vous tombez dessus en disant ben, vous l'utilisez illégalement. Schrems a quand même fait 256 plaintes maintenant nouvelles contre les sociétés qui l'utilisent. Voilà, le risque existe. À vous de voir. Et tout ça en 29 minutes. On fait les questions maintenant, après? Oui, moi j'ai une question très pratique. Moi j'utilise Matomo et je sais que la CNIL, je pense en 2023, a fait une politique d'exception qui concerne justement les gens qui utilisent Matomo et qui dit que dans certains cas bien particuliers et pour certaines données particulières en respectant certains critères bien précis, on peut se passer du consentement du visiteur du site pour capturer une série de données. Tout ça est documenté, il y a un guide de configuration sur le site de la CNIL. Est-ce que ça s'applique en Belgique aussi? C'est ça ma question. Alors, 2 réponses. La réponse strictement juridique, non, parce qu'il n'y a pas eu, je dirais, en fait, l'interprétation de Jean Chaud devient européenne quand ça passe par l'European Data Protection Board, quand il y a un accord de toutes les autorités, ce qui n'est pas le cas. Il y a des discussions, mais la CNIL a un peu tendance
ça a d'ailleurs été condamné par le Conseil d'État à considérer que c'est le Parlement. Hein. Donc la CNIL édicte des règlements, et le Conseil d'État, notamment dans le cas de Google Analytics, a dit, écoutez les gars, vous êtes gentils, vous avez une autorité administrative, vous donnez des interprétations, le droit c'est nous. Donc, ce que tu peux continuer à faire sûrement, c'est, disons, moi je me base sur la CNIL, je ne crois pas qu'on pourrait te le reprocher. Même l'APD, s'il y a un contrôle par rapport à ça, écoutez, moi j'ai une autorité de protection des données, vous l'APD, vous n'avez rien dit du tout. Donc moi, je vais chercher de l'info, je la trouve, je l'applique, je suis un bon élève. Hein. Mais on est dans des trucs... C'est vraiment important, si vous ne retenez qu'une chose, c'est vraiment documenter vos décisions. Expliquer que vous l'avez fait parce que... Est-ce que la PD a donné un avis ou semble avoir un avis sur Google Analytics? Pas vraiment. Enfin, s'ils ont participé à la décision globale avant, mais il n'y a pas eu de décision par rapport à ça. Et dans les contacts informels qu'on a eus avec eux, c'est un peu comme le statut Facebook, quoi. C'est compliqué. On ne sait pas, on verra. On sait que de toute façon, l'accord États-Unis-Europe va être cassé un jour, et la question va se reposer. Donc, voilà. Donc, pour le moment, on est dans ce que les juristes adorent, c'est-à-dire un vide juridique. Donc, on est dans un truc entre deux, comme ça. Mais honnêtement, moi, si vous me dites, moi, je veux utiliser Google Analytics, j'ai aucun souci, mais prenez une décision en disant, moi, j'estime, et c'est vrai que Google Analytics est, semble-t-il, enfin, je ne suis pas technicien, mais meilleur que Matomo pour un certain nombre de choses. Mais si vous prenez une décision, ou vos clients prennent une décision, genre, nous avons décidé de prendre Google Analytics parce qu'il y a ça, en plus que l'autre n'a pas, au pire, éventuellement, l'APD va vous dire, bon, bah, écoutez, on vous demande de changer, mais vous n'avez pas €1 d'amende. Il y a aussi, je pense, d'autres décisions qui ont été, même avant, quant à l'utilisation de CAPTCHA, par exemple, et de Stripe et tout ça. Chaque fois la même chose à la base, c'est le fait que les Américains puissent avoir accès aux données. Est-ce que là aussi, ça continue ou enfin, c'est la même chose avec le Privacy Shield, donc ça C'est la même chose et on attend la décision. Ouais. Oui, on attend. Enfin, il y a un beau cas pour le moment aussi, c'est la commission. Enfin, il y a un organe qui s'appelle le Contrôleur européen de protection des données. Donc, c'est un peu l'autorité qui contrôle les organes européens. Donc, c'est l'APD des institutions européennes. Il a condamné la commission pour avoir choisi Microsoft sans réfléchir. En disant, vous avez choisi Microsoft, pourquoi, comment? Ben, Microsoft, et alors? Et donc, ils ont jusqu'au 9 décembre pour arrêter Microsoft. Hein. Et donc, pour le moment, il y a un groupe de travail, Microsoft Commission, qui travaille 24 heures sur 24, pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas moyen, machin, bazar. En fait, le contrôleur voudrait qu'ils arrêtent Microsoft tout de suite. Et la commission dit, vous êtes gentil, mais il n'y a plus rien qui marche. Hein. Donc, on peut fermer les bureaux. Bon. Donc, il dit, OK, vous êtes jusqu'au 9 décembre. Et donc, ils sont en train de chercher une solution. Donc, il y a vraiment des décisions claires pour dire... Et la décision, c'est pas tellement, quand on lit les décisions du contrôleur européen, c'est pas tellement le fait qu'ils aient choisi Microsoft, c'est qu'ils n'aient pas justifié. Donc, pour moi, qu'on utilise des CAPTCHA et Stripe et autres, moi, je Stripe dans GDPR Folder, on a une décision, disons, on l'utilise parce que c'est le plus facile, le machin, etc. On estime que, et que quand finalement la CIA sache combien nos clients ont payé, on s'en fout. Donc, voilà. Mais là, il y a un risque. J'ai une question qui est peut-être un peu pour les deux, en fait. Moi, je tiens une agence. Super présentation, il y a juste la dernière phrase qui m'a un peu déçu, qui est par rapport au risque à vous de voir. Parce qu'en fait, j'ai le même souci avec les clients, parce que j'explique la problématique au client. Et le client dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de lui lire à vous de voir, c'est un peu difficile aussi de lire. Et donc, moi j'ai ce fameux curseur, être totalement dans la légalité, ou continuer à avoir mon tracking parce que voilà, le client lui il dit moi je voudrais bien connaître mon client, savoir ce qu'il fait, comment optimiser mon site, etc. Et donc le curseur le mettre de l'autre côté. Et la plupart de mes clients demandent où est-ce qu'on peut mettre le curseur et quels sont les risques à me mettre plus à gauche ou plus à droite. Alors, tu vas le dire ou pas? Oui, je vais évoquer un petit peu ça. En tout cas, il y a des solutions, parce que j'ai déjà eu une agence qui m'a posé la question, et on a trouvé un texte qui met maintenant systématiquement pour ses clients, en disant, ben voilà, il y a des risques à partir de, quelque part, c'est le responsable de traitement, donc le client finalement qui va décider, tenant compte de où on est... Il y en a un, parce qu'on parle aussi de petites boîtes, enfin voilà, de PME qui ne sont même pas dans ces considérations-là.
Alors, quoi dire à ce genre de boîte, quoi? C'est ça qui est parfois difficile. Moi, je fais une anecdote personnelle. J'ai créé il y a 6 ans une application en SaaS qui s'appelle GDPR Full Day pour les indépendants et les PME, TPE, ASBL, etc. Donc j'étais persuadé que j'allais rentrer en bourse en 15 jours. Aujourd'hui, j'ai 2000 clients sur 80 millions potentiels. Tout le monde s'en fout. Enfin, les petits. Je sais pas, est-ce que votre médecin vous a jamais demandé quelque chose sur le GDPR? Est-ce que votre avocat vous a jamais demandé quelque chose sur le GDPR? Est-ce que votre comptable vous a jamais fait signer un truc sur le GDPR? Est-ce que je peux dire à mon client, on s'en fout, on continue comme ça? Ça, je ne le mettrai pas par écrit. Non, mais pour exonérer ta responsabilité, je trouve qu'en tant que professionnel, tu dis, voilà, il y a un risque. Aujourd'hui, dans les PME, il y a, je crois, eu 2 amendes, toutes les 2 cassées par la Cour des marchés. Ok, ça, c'est factuel. Donc, ça, tu peux dire. Il a dit, ben, voilà, maintenant, clairement, tenant compte de, etc., dans le plan d'action de l'APD, il n'y a rien sur les PME, donc le risque est faible. Néanmoins, si vous voulez dans la légalité, il faut faire ça. Le reste est un risque potentiel que je voulais choisir. Voilà, tu as ouvert ton parapluie et tu as informé ton client. Mais par contre, nos clients, parfois, on a obligé de proposer des solutions type Stripe, qui sont, enfin, ou je sais pas, leur proposer d'ouvrir une site e-commerce sur Shopify avec une solution canadienne. Est-ce qu'une agence belge peut proposer ça à ses clients? Oui, mais en leur disant, pour moi, c'est le problème simple, c'est toujours la documentation. Ton conseil de professionnel, c'est de dire Stripe est fondamentalement par rapport à votre type de truc le meilleur système de récupération des paiements, etc. Néanmoins, il y a un petit risque, etc. Mais ce risque, nous estimons limité, blablabla, machin, bazar, etc. Et voilà, tu as expliqué le truc, tu as expliqué qu'il y a un risque. Quand on traverse la rue, on peut se faire tuer aussi. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, la vie, c'est. Quand on épouse quelqu'un, on peut divorcer. Enfin, je veux dire, il y a des. On fait rien sans risque. Donc, le professionnel, il donne le risque, et puis le client, il décide. Je suis d'accord avec le point de vue, mais la loi n'est pas censée dire. Le problème, c'est que pour des non-juristes, c'est que c'est compliqué à comprendre, mais la loi, elle est imprécise, malheureusement. Donc, il y a des trucs qu'on ne sait pas. La durée de conservation des données, on ne sait rien, moi. Mais c'est combien? Je ne sais pas. Vous avez envie de combien? 2 ans? Vous pouvez justifier 2 ans? Oui, bah c'est 2 ans. Mais oui, c'est vraiment, GDPR, c'est documenter, justifier. Vous avez choisi ça parce que il vous arrivera jamais rien. Voilà. Donc, en quelques mots, Hubert, je suis cofondateur d'Universem. On a le chance de vous recevoir aujourd'hui. Donc, Universem, on est une agence digitale qui accompagne nos clients sur l'ensemble du parcours client, depuis la notoriété avec des campagnes jusqu'à la conversion, et même au-delà avec des outils de marketing automation. Donc, voilà, on a aujourd'hui une équipe d'une bonne vingtaine de personnes et 70 clients. On travaille sur plein de sujets au niveau campagne, SEO, content, mais aussi créativité et data. Et la data, c'est là-dessus où on accompagne je veux dire, la majorité de nos clients sur la gestion des cookies et comment le faire. Pour répondre à ta question, c'est un client qui nous dit non, non, on ne veut pas. On leur dit très bien, on va vous envoyer un petit email pour vous dire qu'on n'est pas responsable parce qu'on veut se protéger s'il y a un contrôle un moment. Après, tout dépend de qui on a en face de nous pour faire ça. Alors, j'espère que ça a fonctionné maintenant. Parfait. Donc, bon, comme le cookie, comme ça a été très bien introduit par Jacques, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? C'est vraiment ça qu'on fait au quotidien. Et que quand on a, ici, bon, on décide d'une entreprise assez grande, on va respecter précisément ça. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est un petit peu un partage d'expérience. Je dois dire que dans l'équipe, nous avons un responsable de la data qui s'occupe de tout ça, mais pour des raisons médicales, il n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Donc, je prends le relais. Pour les questions les plus techniques, peut-être, j'y arriverai pas, mais je pense que ça devrait aller. De toute façon, je peux revenir vers vous si besoin. Donc, n'hésitez pas. Et on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on le risque. Pour moi, voilà, c'est important. Je veux dire, au-delà de l'aspect législatif ou autre, c'est dans l'état d'esprit. Avec ces sujets, depuis de nombreuses années, la vie privée devient un sujet de plus en plus important pour les consommateurs et qu'en ayant une interprétation, je veux dire, assez libre de l'état de l'esprit de la loi, du règlement, plutôt du règlement, on peut prendre un risque pour la marque de ses clients. Donc, pour moi, dans cet état d'esprit, demain, le respect de la vie privée sera de plus en plus important. Accompagnons nos clients dans cette tendance de long terme parce que c'est ça qui fera la différence pour aider nos clients à garder une bonne image de marque dans la durée. Et on est d'accord qu'on peut avoir
en fonction, j'ai envie de dire, de l'acteur, des intérêts divergents, que ce soit l'utilisateur final qui veut vraiment avoir quelque chose de clair, transparent et qu'en gros on collecte le moins d'informations possible. À l'autre opposé, le responsable marketing qui veut tout savoir, surtout comme il a été dans le passé, avant le DPR, on va dire. Et entre les deux, en tant que développeur ou agence web, on doit accompagner nos clients, faire en sorte que ce qui aura été décidé soit suivi de fait. Donc voilà, c'est un peu différent, mais en résumé, depuis 6 ans que ça existe, le GDPR, ça a beaucoup évolué. Je pense que ça a beaucoup... Même l'interprétation des règlements a évolué avec le temps. On est de plus en plus strict et de plus en plus clair. Il y a eu des bons exemples présentés avant de ce qu'il faut faire comme bannière. Mais voilà, prenons en compte que on ne pourra pas revenir en arrière et que la mesure qu'on avait avec un Google Analytics avant, on avait toutes les mesures, etc., c'est impossible. Donc, ça va évoluer, il y a des autres solutions qui arrivent, mais on devra être moins à suivre un client de bout en bout sur tous ces sites, ce sera plus possible. Juste pour commencer, quelques éléments fonctionnels, mais je pense que ça va, juste pour reprendre le lien. Donc, ça a été expliqué, un consentement informé qui doit avoir toutes les informations, je vais y revenir, le consentement doit être actif, hein, donc vraiment explicite, pas implicite, ça a été dit, et libre, donc il doit être vraiment sans influence, sans dark patterns, et donc c'est vraiment tout ce qu'on avait vu juste avant, mais c'est, pour ajouter un élément peut-être, c'est l'UX ou la manière de positionner ces cookies en respectant la législation peut en avoir un impact aussi. Et ça, on peut avoir cette optimisation qu'on fait avec certains clients, d'optimiser le taux de consentement. De manière générale, on va dire, et ça peut dépendre d'un client à l'autre, on a entre 60 et 70% des clients qui vont, ou des utilisateurs qui vont accepter les cookies. Mais parfois, on va dire, est-ce que je vais mettre accept all, est-ce que je vais les rejeter, est-ce que je vais adapter, normalement d'avoir exactement le même texte. Déjà, sur la même couleur, les éléments, on peut avoir des optimisations. Est-ce qu'on va mettre l'accepter à droite ou à gauche? On peut faire des tests pour voir si on est à 60, 65 ou 70. On ne sera jamais à 100%. On peut gagner quelques points de pourcentage qui peuvent être intéressants d'un point de vue d'un marketeur ou du gestionnaire de site, tout en étant dans un cadre strict qui a été confirmé par l'APD. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre, mais là, c'est plus dans l'optimisation du consentement. Une question. Oui. Au niveau du positionnement du bannière de consentement. J'ai cru comprendre qu'au milieu, ça avait tendance à générer plus d'acceptation que c'était en bas à gauche ou en bas à droite. Non, parce que des fois, il y a des sites sur lesquels on peut naviguer sans marquer. Oui. Donc, parfois, on voit en effet des footers dans le fond où les gens peuvent passer outre. Mais en fait, pour moi, en tant que responsable de site ou agence web, on veut un consentement qui soit positif. On veut une décision du consentement, qui soit positif ou négatif, mais que ce soit clair pour savoir ce qu'on fait derrière. Et si on laisse et que les gens peuvent continuer à naviguer, ok, c'est peut-être plus agréable. Il y a certains de nos clients qui nous disent on veut que ce soit comme ça parce qu'on ne veut pas bloquer la visite, mais que de manière générale, c'est à tester en fait. C'est à tester, mais de manière générale, c'est plus intéressant de ce qu'on voit, d'avoir un pop-up qui va pousser, ok, accepter ou rejeter, mais qu'on ait un consentement et qu'après on puisse placer les cookies en fonction du choix du consommateur. Donc ça, c'est vraiment recommandé à plutôt être très clair et qu'il décide, et puis après on passe à autre chose, et on passe à vraiment le contenu qui va être lu, et voilà, le contenu du site. Et un autre élément, c'était abordé aussi en partie, mais c'est la langue. Il faut que les cookies puissent être disponibles dans la langue de l'utilisateur en fonction des pays que vous servez. Bon, voilà, est-ce que c'est français, néerlandais, anglais, allemand, en fonction dans quel pays vous êtes actif, il faut pouvoir les fournir. Question bête, je reviens un petit peu sur la présentation tout à l'heure. Vous parlez par exemple de la CNIL qui donne des interprétations différentes de règlement. Ainsi, à qui s'applique vraiment le règlement de la CNIL? Au site français ou aux visiteurs français du site? Alors, je dirais la sphère de compétence de la CNIL, c'est effectivement les sites français, les consommateurs localisés en France et je dirais les visiteurs de sites français. Donc en gros, un Belge qui irait sur un site français et qui trouverait quelque chose qui ne lui plaît pas, peut aller se plaindre à la CNIL par exemple. On parlait du paywall tout à l'heure, qui est autorisé en France. Si un Belge constate ça, pour lui, a priori, c'est illégal. Il pourrait vous exploiter.
En fait, d'un point de vue pratique, ce qu'on fait dans la réalité, c'est qu'on essaie, quand on a des questions comme ça, de trouver l'un ou l'autre pays dans lequel il y a une décision favorable, on base sur cela. Quand il n'y a pas de décision, de guideline européenne, donc l'European Data Protection Board qui regroupe tout, on fait du forum shopping et pour moi les cookie walls, moi c'est décision du Conseil d'État. Honnêtement, je trouve qu'elle est, même intellectuellement, c'est bien foutu. C'est tout à fait logique de dire, moi je suis propriétaire du New York Times, je paye mes journalistes cher et vilain, et je devrais donner l'accès à tout le monde pour rien. Je trouve que ça a du sens, économiquement, juridiquement, etc. Donc cookie wall, oui. Et puis Il faut savoir que par exemple des publicités en display qui n'ont pas de cookies vont, le CPM, donc ce que leur site va toucher, va être entre 50 et 70% de moins. Donc avoir des cookies permet d'avoir un meilleur ciblage et d'avoir des enchères qui vont être plus importantes et donc des revenus plus importants pour ces sites. Et donc si on refuse les cookies, on peut avoir... est-ce qu'on peut avoir de la publicité? Je pense qu'on peut en avoir, mais elle ne sera pas du tout ciblée. Et donc déjà pas très pertinente pour le visiteur qui va venir. Et elle va rapporter moins à ceux qui possèdent les sites. Donc ça fait deux éléments qui poussent à avoir peut-être un paywall, mais tout ça dépend de la qualité du contenu derrière et de ce qu'on veut en faire. Mais je vais dire, si je reprends les éléments, c'est de documenter, se dire, bah, tiens, ça a été fait, autorisé en France, ben, allons-y, je pense que c'est pas on ne prend pas beaucoup de risques. Pour répondre à votre question, on a le cas avec un client qui vient de signer chez nous, qui est une multinationale, avec différents bureaux. On peut utiliser du GA4 pour certains pays, on ne peut pas utiliser GA4 pour d'autres pays, ils imposent une autre solution. Ce qui fait qu'on arrive dans des solutions un peu à l'amitié, où on a deux solutions de tracking installées sur le site, parce que c'est le client, c'est le service juridique du client, qui, par exemple pour le marché italien, ils refusent GA4 pour des raisons juridiques et il n'y a pas de discussion pour eux. Et donc là, ils sont obligés de passer par une solution qui est plausible, qui est une solution sous Odoo essentiellement, et qui commence à... Et donc, on a ce côté d'adaptation locale où parfois même un même site va avoir deux systèmes de tracking. En géologue, alors c'est pas, il y a une version du site italienne, une version du site autre. Il y a, ce sont des versions nationales. Ce sont des versions corporate avec chaque fois un sous-site national. Mais on commence l'implémentation. La partie technique, ce sera... Oui, on a vu la même chose avec une marque de maroquinerie belge bien connue, voilà, où quand on était aux États-Unis, on y allait tranquillement, on se lâchait, mais quand on était avec la Californie, etc., ça c'est un peu complexifié, mais en fonction des marchés, ils implémentaient ou non certaines restrictions des cookies. Mais ma question c'est plus, ces solutions à l'embiquer, est-ce qu'on les fait par rapport au site donc, ou par rapport à la personne qui visite le site? C'est ça que je pense qu'on pourrait justifier, on ne peut pas justifier. C'est un peu, je reprends un peu l'exemple des banques. Dans les banques, ils ont mis des systèmes de passeport, c'est-à-dire qu'en fait, la banque belge a une clientèle belge, et donc si on vient avec une adresse IP française, on dit bon, je ne peux pas vous parler. Donc, bon. Donc ça, c'est des choses techniquement qu'on peut faire pour bloquer éventuellement certains. Quand on a des marchés qui sont plus ouverts, on peut considérer que, pour moi, et ce qu'on fait quand même assez souvent, et notamment par rapport des PO, etc., c'est qu'on nous demande un avis, et on donne, voilà, et finalement l'agence envoie son client, elle envoie un machin qui a dit que, en fait, vous ne faites pas, pour moi, les paywalls, sauf, et là, effectivement, les Italiens sont un peu sensibilisés parce qu'il y a quand même quelques décisions un peu hard, mais à partir du moment où on a une documentation, une décision qui tient la route, surtout en Belgique. En Belgique, on a quand même une autorité qui dort, dont 75% des sanctions ont été cassées pour la Cour des marchés. Ça va, quoi. Et le marché français, on le voit, sont beaucoup plus agressifs avec la CNIL, on a beaucoup plus de piano, et la Tono sur les clients français, par exemple. Beaucoup plus. Ouais. En Belgique, ils sont sous-staffés, on se dit peu. Et ce qu'on voit, c'est que les solutions, il va y venir justement de la CMP, il y en a beaucoup qui sont d'origine française, aucune belge, parce que il n'y a pas de besoin, ou presque pas, ou il n'y a pas un besoin qui se fait sentir fort, quoi. Donc ça joue aussi, ça pousse à des nouvelles solutions pour la mise en place. Et nous, comment on fonctionne, c'est toujours en 5 étapes. C'est d'abord se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire un audit de tous les cookies qu'il y a sur le site. Ensuite, c'est choisir, parce qu'il y a une pléthore d'outils.
avant d'implémenter techniquement comment ça fonctionne, tester, valider, vérifier quand même que tout fonctionne bien avant de faire le suivi. Et je vous ai parlé un petit peu d'optimisation du taux de consentement des éléments qu'on fait un peu de test AB pour voir est-ce qu'on peut passer de 60 ou de 50 à 70% et ça a un impact quand même important pour les campagnes marketing. Donc, quand on commence, nous, un fichier de cookies, c'est un fichier Excel, hein, on identifie tous les cookies. C'est vrai que maintenant, la plupart des CMP, donc les plateformes de content management, le font de manière automatique, mais ce qu'on voit, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'il faut quand même vérifier manuellement quelles sont les campagnes qui sont activées, parce que parfois, quand on clique sur la plateforme va détecter toute une série de cookies qui sont en dur. Parfois, il y a des cookies qui sont ajoutés quand on fait un clic sur une publicité, par exemple. Donc, il faut être sûr qu'on regarde et qu'on discute avec le client quelles sont les campagnes qu'ils mettent en place aujourd'hui pour être sûr qu'on vérifie que quand on clique sur une publicité de Facebook, depuis TikTok ou autre, est-ce qu'il n'y a pas des cookies qui sont placés en plus et qu'on doit bien lister pour identifier, qu'on les liste bien et qu'on voit comment est-ce qu'on va les traiter. Est-ce que c'est des cookies fonctionnels ou des cookies tiers. Donc ça, c'est une première étape. Il y a vraiment une liste importante d'outils qui existent maintenant sur le marché, des dizaines. Nous, concrètement, chez nous, on en utilise deux. Le premier, c'est Cookiebot et la deuxième, OneTrust. Cookiebot est beaucoup plus accessible pour des PME. On peut avoir des prix à une centaine d'euros par an pour un petit site. Par contre, OneTrust, voilà, on travaille avec des banques, des sociétés d'assurance, un truc un peu plus robuste. On va vers des outils qui sont plus chers, mais qui permettent d'aller plus loin, de manière plus fine dans l'analyse et dans le tracking avec des exigences très spécifiques. Et après, concrètement, quand on a choisi ça, on va implémenter avec principalement un Google Tag Manager ou un Tag Commander, une solution française qui fait aussi du tag management, pour pouvoir le mettre sur le site. Et quand on regarde ceci, en fait, on doit regarder en fait, pour chaque cookie, est-ce qu'il y a un consentement qui est requis ou non. Soit Google Analytics, c'est tout à fait autorisé après consentement. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si on a le consentement, on peut le faire. Et par rapport à votre question sur Matomo, il y a en effet, comme sur le site de la CNIL, toute une série de critères à avoir pour ne pas enregistrer en fait, des données de vie privée dans Matomo si on l'a hosté en local. Après, il faut faire attention, c'est que souvent on peut mettre des plugins pour par exemple une conversion et je vais l'envoyer à Facebook ou à Google ou autre. Mais évidemment, dès qu'on fait ça, c'est un consentement. Donc il faut se rendre compte que quand je connecte des choses à mon Matomo ou mon Piwik ou mon Plausible ou autre, on peut envoyer la donnée à des tiers dont on n'a pas encore le consentement. Donc ça, c'est dans les petites subtilités, mais ça peut faire la différence dans des analyses qui pourraient être faites de manière indépendante. Aussi, vu le sujet qui est quand même important, il y a toutes les plateformes ou les plus grosses plateformes de content management ont des partenariats avec Google. Je vous invite là, il y a le lien où vous explique exactement pour dire quels sont les partenariats qu'ils ont faits. Et on peut, dans Google Tag Manager, récupérer le consentement qui vient de la CMP pour définir est-ce qu'on va activer ce cookie ou non pour cette personne en fonction du consentement qui aura été enregistré par OneTrust, par Didomi ou par d'autres, tous ceux que Cookiebot, toutes ces plateformes-là ont une intégration native avec Google Tag Manager pour assurer que le consentement soit facilité entre les deux et donc qu'on puisse s'en sortir. Et voilà, ça permet de ne pas devoir faire manuellement en fonction du consentement un tel, j'ai ces éléments-là, ça va être géré automatiquement au niveau de chaque tag qui va être activé. Ça, c'est pour gagner un petit peu de temps. Et aussi, il faut savoir que chaque navigateur, on parlait de notre track, a différentes manières de traiter les cookies. Donc ça, il faut en tenir compte si on se base sur tous les cookies, il faut quand même les cookies, on a évoqué, les cookies fonctionnels qui sont vraiment importants pour l'expérience client, mais aussi si on veut faire des campagnes de remarketing, ou les campagnes, on va retargeter ceux qui sont venus sur le site avec même si on a le consentement, sur un Safari, après 24 heures, ça va être supprimé. Donc, les performances qu'on pourra avoir sont évidemment beaucoup moins pertinentes. Vous vous dire, tiens, est-ce que je vais activer ces campagnes quand je suis sur Safari
voilà, avoir l'utilité. Il y a aussi la possibilité, sur un environnement, je veux dire, connecté, c'est-à-dire que si on a des gros sites comme des sites de presse ou de banque ou des réseaux sociaux, on a un user ID en identifiant l'utilisateur qui nous permet après de potentiellement synchroniser le consentement entre les différents appareils. Quand quelqu'un va se connecter, je vais dire, au soir sur son application mobile, qui donne le consentement, ça pourrait être le même consentement sur le site web. Après, il faut toujours à tout moment pouvoir supprimer ces consentements, mais c'est possible de le faire et ces plateformes de CMP plutôt premium vont le permettre d'avoir ce consentement qui va suivre l'utilisateur d'une plateforme à l'autre, ce qui permet d'éviter d'avoir trop d'intrusions. Après, ce qu'on remarque, c'est par exemple le soir, pour être abonné régulièrement, tous les 3-4 semaines, ils me repropose est-ce que je vais accepter ou refuser les cookies. Donc ils essayent d'avoir le consentement un peu, mais voilà, c'est la possibilité d'avoir ce suivi qui est fait. Un autre élément, ben, là c'est plutôt au niveau de Google Analytics. Quand on n'a pas le consentement et qu'on a un minimum 1000 visites par mois, on a un refus de consentement, on peut avoir de la donnée qui va être interprétée, modélisée pour pouvoir estimer ces 30 à 40% de trafic dont on n'a pas d'informations concrètes. Google Analytics va pouvoir essayer de modéliser le nombre de visites, le nombre de conversions pour essayer d'avoir une vue plus ou moins correcte ou une estimation, on va dire, du nombre de conversions qui auraient été faites sur le site depuis des campagnes ou autres. Donc ça va être une modélisation. Je vais dire que c'est un plus, mais qu'on ne reviendra pas en arrière. Ça permet d'estimer les conversions, mais c'est une source parmi d'autres. Je veux dire, on doit regarder dans Google Analytics, si on utilise Google Analytics ou d'autres, mais aussi on peut regarder sur un site e-commerce, dans ces données back-end réelles, combien est-ce que j'ai de conversion. Ça permet déjà d'estimer un petit peu quel est le taux de consentement que j'ai et qu'est-ce qui est traqué. Ou avec des solutions plus avancées, quand on a de très gros budgets publicitaires, des solutions de marketing mix modeling, où là, on va combiner toutes ces données de first party, de ses clients, avec les plans publicitaires sur tous les réseaux, et comme ça, on peut estimer l'impact. Mais ça va être que des estimations, on ne sera plus à l'euro près ce que ça donne. Donc, on sera sur quelque chose de différent, mais c'est quand même des modélisations qui sont de plus en plus fines. Et au plus vous avez de conversions, de trafic, au plus ça va être précis. Voilà, statistiquement parlant, ils peuvent avoir quand même un taux de certitude d'une conversion qui est assez élevé. Et dernier élément qu'on voit et qu'on met en place de plus en plus souvent chez nos clients, c'est ce qu'on appelle du server-side tracking. Donc, est-ce que vous êtes familier avec ces solutions-là ou pas? Moyennement. Donc, par défaut, quand on va sur un site et qu'on a les cookies, tout ça va être envoyé du navigateur de l'utilisateur vers le serveur et puis ensuite vers Google Analytics ou vers les autres via Google Tag Manager. Le server-side tagging, c'est l'idée de dire que tiens, on ne va pas aller voir le navigateur de l'utilisateur, mais le serveur du site directement qui va envoyer l'information qu'il y a un nouveau visiteur et on va échanger entre les deux. Ce qui permet d'avoir une fiabilité des données plus importante parce qu'on évite tous les adblockers qui sont là et qui sont au niveau des navigateurs et pas au niveau des serveurs. Donc ça permet de faire ça, ça permet d'avoir aussi des sites plus rapides parce que tout ça n'est plus chargé en local mais directement de serveur à serveur. Mais toutes ces bonnes technologies qui permettent aussi d'avoir une meilleure vue sur les conversions et tout ça, à nouveau, on doit respecter la législation, le consentement et on n'envoie pas n'importe quoi. C'est plus difficile à savoir ce qui se passe derrière le serveur pour un contrôle parce que voilà, quand c'est dans le navigateur, en un clic, on peut voir quels sont les cookies qui sont activés ou les outils qui sont placés. Et voilà, je pense qu'il faut éviter de faire le cowboy et de renvoyer les conversions par du server-side tracking parce que c'est plus discret et plus difficile à capter, mais si vous faites prendre et que vous faites ça, je pense que la APD risque d'être un peu moins conciliante qu'avec d'autres. Donc ça, c'est des éléments qui sont des évolutions techniques qui arrivent pour essayer de pallier, mais encore une fois, pensons à l'utilisateur, c'est quoi qu'il veut, et c'est un peu la conclusion que je voudrais faire pour la transparence, documentation,
tests pour voir comment on peut optimiser le taux de consentement, que les scripts vont être bloqués par défaut quand il y a des cookies tiers, seulement quand on a le consentement qu'on les active. Donc, au plus on est transparent et clair, au plus on a des chances que ça amène à de bons échanges et je veux dire des bonnes pratiques en tant qu'entreprise avec ses consommateurs. Est-ce que vous avez des questions? Taux de consentement moyen de nos clients, c'est quoi? 60-70%. Ouais. Ouais. Ça dépend. Avec une belle pop-up au milieu, bien grande et conforme, c'est ça? Exactement. 60-70%. Ok. C'est environ ce qu'on a. Et ça peut varier d'un client à l'autre, la réputation de la marque. Quand on va sur une banque, peut-être on aura un taux de consentement un peu plus élevé que si on va sur un site. Oui. Moins bonne réputation. Et qui accepte tous les cookies? Ouais. Enfin, je n'ai vraiment pas dit ça. Je pense qu'on est aussi dans un environnement où on est assez biaisé. Et si je reprends l'expression, que ceux qui ont 3 neurones vont peut-être avoir un consentement plus rapide. Voilà, mais je dis, voilà, c'est ce qu'on voit. Et vous s'affichez vraiment le refuser d'accepter la même taille ou bien Oui, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on fait quand on a des banques ou des grosses entreprises. La peur du gendarme et les 4% d'amende font que quand on parle de millions d'euros, ça chipote pas. Les avocats derrière sont très stricts et il y a un département légal qui est très clair. Vous pouvez faire ça, et pas ça. J'en viens avec ma question tout à l'heure avec mon fameux curseur. Est-ce que je me mets plus à gauche ou plus à droite? Si je dois expliquer ça à mon client, oui, si tu es totalement dans la légalité, bah, tu perds 30% de entre guillemets, ton tracking que tu dois analyser pour truc un peu autrement. Ouais. C'est ça le risque marketing, c'est 30 à 40% de perte de données. Ouais, exactement. On a des clients qui nous disent explicitement on s'en fout, ça dit très bien, mais on va avoir un petit email quand même pour protéger au cas où. Voilà, dire bah, tiens, voilà, on acte votre décision, mais c'est vous qui êtes responsable, comme l'a expliqué Jacques. Nous, on est là pour exécuter et vous conseiller. Notre rôle de conseiller vous dit de faire le contraire, mais si vous faites le contraire, c'est vous qui payez à la fin. Et je crois que moi comme, en tout cas, certains clients, ils sont plus concernés par exemple, par la perte de retargeting plutôt que ça va. Je sais que j'ai 40% de page view en moins, ça c'est pas très, entre guillemets, pas très grave. Par contre, 40% de retargeting en moins, ça c'est plus embêtant. C'est plus sur ce genre de choses-là. Enfin, c'est pas une question ici, c'est plus un. Ouais, non, je suis d'accord. Et ça c'est plus sur ces aspects-là que c'est embêtant entre guillemets. Que simplement sur le. Oui, parce que c'est une perte d'efficacité. Hein. Pardon? Oui, parce que là, c'est une perte d'efficacité. Oui. C'est pas juste mesuré. Oui, voilà. Après, il faut voir, par exemple, il y a le consentement. Il faut voir aussi, par exemple, sur beaucoup de retargeting, c'est quand même beaucoup dans l'e-commerce. Dans ça, il va dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour que, quand il y a quelqu'un qui crée un compte, on peut aussi, bon, c'est qu'on doit avoir des consentements avec plusieurs checkbox, mais d'avoir un checkbox de dire, tiens, quand vous créez votre compte, vous vous autorisez à ce qu'on puisse faire de la publicité aussi. Il doit l'accepter, hein, mais s'il l'accepte, on peut avoir des stratégies, et c'est ce qu'on voit de plus en plus sur Rapidata, d'aller dans des plateformes qu'on va envoyer des commandes en temps réel ou les paniers, envoyer tous les clients. À partir de là, on peut créer en temps réel des audiences sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité qui va compenser, c'est peut-être pas le retargeting sur exactement le panier que les gens ont ajouté, mais ça va permettre de créer d'autres messages qui vont être là pour pallier cette baisse du retargeting. Et deuxièmement, qu'on peut utiliser aussi, que personne ne lit, mais c'est intéressant, c'est dans la politique de vie privée, où là on peut expliquer, notamment dans la politique de vie privée, il faut expliquer en fait tout ce qu'est l'article 13 du RGPD, il dit notamment les tiers à qui on envoie les données, etc. Donc si on met clairement là-dedans que bon, on va les envoyer là pour que machin, etc., on se rapproche un peu de la légalité, donc toujours. Et dans la politique de cookies, donc le texte qu'on met en dessous, personne ne lit non plus, on peut aussi expliquer beaucoup de choses d'une certaine façon. Ça permet de dire que vous êtes quand même relativement transparent, vous avez tout expliqué. Tant qu'on n'est pas franchement dans l'illégalité totale, où on sait que ça nous, on ne peut pas clairement, mais ça, pour moi, c'est des outils qu'on utilise pas assez en marketing. Et je pense que c'est
Le risque aujourd'hui avec l'APD, c'est un avertissement. Ouais. Pour toutes les PME, c'est que les groupes de presse et autres où ils vont viser les gros, quoi. Pour le Mais moment. ils n'ont même pas eu d'amende, ils ont une astreinte s'ils ne se mettaient pas en ordre. Mais ça, c'est vraiment deux trucs. Enfin, personnellement, je trouve que c'est dans tout le qu'on a au niveau marketing. Enfin, des trucs que j'ai vus, c'était un gars qui avait pour un client, il a fait un copier-coller du site de politique de vie privée canadienne, quoi. C'est gentil, mais machin, en cas de problème, contactez Montréal. Donc, mais ça, c'est vraiment des outils utiles, quoi. Donc, il y a moyen là-dedans et à la limite, vous allez payer un juriste pour le faire une fois, mais une fois que c'est fait, mais d'expliquer vraiment tout ce que vous faites. Et si vous commencez, et de façon très claire, et avec les termes appropriés, etc. Enfin, on peut pas vous reprocher, quoi. Regardez la politique de vie privée de Facebook, hein, s'il y avait des awards, comme on parlait, de la meilleure politique de vie privée, Facebook, il gagne. Hein. C'est remarquable. Ça prend 45 minutes. Mais non, mais c'est vraiment, c'est parfait. Enfin, vous savez voir que la politique de vie privée de Facebook a été faite par 4 cabinets d'avocats qui ne savaient pas qui était le précédent. Hein. Donc chaque fois, c'était critiquer la présidente pour être sûr que, quoi. Et des genres de cabinets à 1000 € l'heure. Mais il y a tout. Et d'ailleurs, dans chaque fois qu'ils se sont fait condamner, ils n'ont jamais eu un problème par rapport à ce qu'ils expliquaient. Pour certaines pratiques. Ouais. Une question technique. Les CMP, est-ce que tous les CMP, il y a des CMP qui utilisent quand même des patterns malgré le fait qu'ils soient validés par Google. Et donc, dans quelle mesure ça améliore vraiment la preuve de consentement par Google d'utiliser un CMP ou pas? Donc, par exemple, si on passe sur le site de l'aide de Google, le petit lien que j'avais mis là, on voit toute la liste de toutes les plateformes qui sont accréditées par Google pour pouvoir avoir cet échange automatique entre le consentement qui va être collecté et l'envoi ou non de tel tag dans Google Tag Manager. Donc toutes ces solutions-là sont déjà accréditées, donc validées et ils doivent vraiment bien faire des choses pour que dès qu'il y a un consentement, ce soit clairement explicite. Donc je pense que ça va aider et ça peut plus facilement... en tout cas, ça facilite fortement la mise en œuvre du suivi du consentement. Et en utilisant ces outils, je pense qu'on est déjà un peu plus pro en mettant vous savez, on a déjà fait un effort, on utilise ces plateformes-là, voilà ce qu'on a mis en place. Quand il y a tel et tel exploit de cookies, voilà les listes qu'on a définies. Ça montre déjà une démarche positive et we care about privacy. Je suis un peu cette étape-là de dire on y va, et puis après on peut toujours aller justifier dans les moindres détails, mais ça va déjà être très très positif. On ne peut pas parler des autres méthodes de tracking qui sont a priori illégales aussi maintenant, de faire des empreintes de la machine par rapport à sa carte graphique, ceci, cela. Avant, c'était un flou juridique, maintenant ça a l'air officiellement pas légal. Pour moi, c'est clair que c'est pas légal de vouloir faire une empreinte. Donc c'est combiné le fait que j'ai une adresse IP, j'ai un browser, j'ai un ID de device mobile. Ben, en fait, très rapidement, on peut savoir qui est cette personne et on peut, entre différents gros sites de presse, on peut directement savoir, ok, j'ai la même personne. Puis, tiens, cette information-là, ben, en plus, je sais que c'est M. Tartampion et donc je vais partager cette information-là d'un groupe de presse à l'autre. C'est quand même assez... Le principe de base, c'est que au moment où on collecte des données, il faut qu'on ait une raison qui sont dans les 6 bases légales. Donc, voilà, si on parvient à justifier l'intérêt légitime, c'est toujours un peu la crème quand on trouve rien d'autre. Mais quand on n'a rien, c'est vraiment qu'on n'a rien. Et dans ce cas-là, même en me creusant, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait trouver comme argument pour justifier, quoi. En France, il y a des solutions qui se développent où peut-être sur les 100 ou 200 plus gros sites de France, de presse, e-commerce et autres, ils vont dans les 385 partenaires qu'on va accepter en acceptant les cookies. J'exagère un peu, mais parfois c'est encore plus. Il y a des solutions où ils vont créer un ID qui va être stocké en local avec un cookie. Et puis cette information-là, comme il la partage avec 385 autres partenaires, ben on peut suivre
plus personne d'un endroit à l'autre. Et donc, quand on va faire du retargeting, ils vont mettre en place des solutions de retargeting pour baser sur l'ID qui a été identifié et qui peut être accessible aux sites partenaires de ce réseau, c'est souvent un très très gros site, ou à d'autres annonceurs qui peuvent retrouver et faire une audience qu'on appelle le second party data, où on va mettre ces données, plus celles-là, on va les combiner, ça va créer une audience, on va pouvoir retargeter avec de meilleures performances parce qu'on aura fait des liens. Et c'est une solution qui existe en France, dans les grands marchés, parce qu'ils ont un marché plus mûr. En Belgique, ça arrive quand il n'y a pas encore de populaire en Belgique, mais c'est des solutions qui existent pour la publicité. À chaque fois, c'est une question de maturité du marché, de budget marketing. Et on parle d'entreprises qui ont dépensé des budgets, plusieurs centaines de milliers d'euros par an de budget marketing pour pouvoir se permettre ce genre de solutions. Ça, c'est pour moi, parce qu'on va discuter avec en fait, vous cherchez juste à ce que demain, il y ait une nouvelle réglementation RGPD qui va bloquer ça et qu'entre guillemets, on est toujours à jouer au plus malin qui va aller un peu plus loin. Mais à la fin, la vie privée, les gens doivent avoir un consentement et si on se sent traqué partout, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la philosophie du règlement. Oui, sachant qu'en fait, le client de base, il comprend quand même pas fondamentalement comment ça fonctionne. Et lui, il ne comprend pas pourquoi, en ayant parlé, machin, d'un truc, trouver quelque chose. Et ça, je crois que ça va continuer. Mais bon, votre parapluie de défense, c'est de montrer que vous avez fait des efforts, qu'on leur a expliqué, qu'il y a une courrier politique, qu'il y a un truc là, enfin, dans la décision de RTL, la APD a dit, en tout cas, c'est bien, parce qu'il y a un bouton en dessous, qu'il fallait vraiment trouver, qui disait que vous pouvez modifier ces choix de coquilles. Je ne sais pas combien de personnes n'ont jamais cliqué sur ce truc, hein. Mais voilà, donc ça, enfin, ils apprécient qu'on fasse des efforts quelque part. Et donc, plus vous allez avoir une politique de vie privée complète, vous expliquez tout, mais enfin, on a fait un test à un moment donné avec des partenaires anglais, on a fait une politique de vie privée où à la fin, on expliquait que le premier client qui lisait la politique privée avait un dîner sur 2 chez Simpson à Londres. Simpson, c'est en 3 étoiles. Il n'y a jamais personne qui a demandé. D'autres questions? Je m'arrête. On peut continuer les discussions si vous voulez. On a fait des petits sandwichs à côté et des verres. Yes.